Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la color décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Mais aujourd'hui, 34 ans après, le décès de mon papa a été mon plus beau cadeau de vie. Sans ce décès, je suis pas... Alors déjà, je sais pas qui je serais. On pourra jamais le savoir. Hein. Et ensuite, je sais pas si j'aurais eu l'occasion d'apprécier la vie à sa juste mesure, telle que je l'apprécie aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur ABC Talk dans « Et si on papotait ?» Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez tabou, je dirais. On va parler de la mort, du deuil, et on va surtout parler de la thanatopraxie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ensemble de soins de conservation, et j'espère que l'invité que j'ai avec moi confirmera cela, qui sont pratiqués sur une personne décédée. Et le but de ces soins, c'est de ralentir le processus de décomposition et puis d'assurer une présentation digne du corps et de préserver l'hygiène. Et j'ai vraiment quelqu'un de fantastique en plateau avec moi, qui est Stéphanie Sounac. Merci beaucoup et bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc Stéphanie Sounac, ou Nanou, oui. Puisque sur les réseaux sociaux, je te laisse me dire, tu es sous le nom de... Tana Nanou. Voilà, s'il y a besoin de te retrouver. Donc toi, tu es thanatopractrice depuis 18 ans. Tu es créatrice de contenu sur ton métier, oui. Sur la mort et le deuil. La aussi, mort, le deuil, oui. Puisque ça va de pair depuis 4 ans. C'est ça, hein, oui. Et tu es autrice d'un livre qui s'appelle « Les yeux qu'on ferme », qui a été écrit en collaboration avec Frédéric Martin oui. aux éditions 41. Oui. Voilà, en gros, qui est Stéphanie Sounac. Je tenais à parler aujourd'hui de ton métier parce que tu en parles très bien, je trouve, et que, encore une fois, c'est un sujet assez tabou. En tout cas, personnellement, c'est un sujet tabou, donc j'imagine que ça l'est pour beaucoup de nos téléspectateurs et beaucoup de personnes, d'ailleurs tu vas me le dire après, mais qu'est-ce que c'est, même si j'ai donné une définition en introduction, qu'est-ce que c'est un thanatopracteur ? Alors un thanatopracteur ou thanatopractrice sont les personnes qui s'occupent de prendre soin des défunts. Donc on réalise des soins de conservation, mais pas que, on fait aussi des toilettes. Donc les toilettes, c'est juste que c'est moins invasif qu'un soin de conservation, puisqu'un soin de conservation, on va injecter un produit à base de formaldéhyde dans le système artériel et on va vider les cavités thoraciques et abdominopelviennes de tous les liquides biologiques présents, vraiment pour ralentir le phénomène de décomposition. Et ensuite, on fait aussi des soins de restauration ou de reconstruction quand il y a des gros accidents et que la personne est potentiellement défigurée. Pour reconstruire son visage, par exemple. Bonjour à tous, je suis Aaron Vial, je suis médium et je suis ravi de vous annoncer que je pars en tournée avec ABC Talk à partir du 23 avril 2026. Cette tournée s'appellera Révélation et lors de ces soirées, je vous transmettrai des messages de vos proches passés dans l'au-delà. Vous pourrez me poser vos questions et nouer un contact unique avec ceux que vous avez aimés. J'ai vraiment hâte de vous retrouver, de vous transmettre de beaux messages d'en haut. Je vais venir à votre rencontre, les amis, dans plusieurs villes. Alors, n'hésitez pas, réservez vos places sur le site abctalk.fr, rubrique événements. À très vite. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce métier ? C'est pas un métier commun. Non, c'est pas un métier commun. Moi, c'est l'histoire de la mort dans ma vie, en fait. Mon père est mort d'un accident de moto quand j'avais 7 ans. Donc ça a été très, très violent. À 7 ans, on ne sait pas toujours qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc forcément, il m'est arrivé plein de questions. Mais où on va ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des gens qui s'occupent des morts ? Et puis, du coup, de papa, il est devenu un mort. Et donc ça a été, tout le reste de ma vie où j'ai forcément parcouru un petit peu les écrits que je pouvais trouver ou en questionnant les adultes. Mais des adultes, face à la mort, ils ne sont pas très, très à l'aise.
Donc j'ai parfois eu du mal à obtenir mes réponses. Et puis un jour, j'ai traversé un autre deuil dans mon adolescence. Et là, j'ai appris qu'il y avait des personnes qui s'occupaient de nos morts. Et donc les professions du funéraire. Et c'est là que vraiment je me suis dit, je veux aller vers cette direction plus tard. Et c'est ça que je ferai. C'est ça qui a enclenché tout ça. Est-ce que, quand on fait, j'ai un million de questions, quand on fait, et je ne veux pas du tout être intrusive, donc s'il y a des questions qui vont trop loin, tu me le dis. Est-ce que quand on fait ce métier, on vit mieux les morts après? Enfin, les morts qui te touchent, en l'occurrence, malheureusement... tu es venu là et en off, tu m'as dit que tu venais de perdre ton chien. Et donc, je crois que j'ai la réponse à ma question, malheureusement. On ne vit pas mieux, en fait. Non. Au début, j'étais très en colère contre la mort. Forcément, elle m'avait pris mon papa. En tant qu'enfant, continuer de vivre sans l'un de ses parents, c'est ignoble. Toutes les morts sont ignobles. Mais là, je parle de celle que moi, j'ai vécue à 7 ans. C'est très injuste, forcément, on est en colère contre la mort. Après ça, j'ai vécu d'autres décès et j'ai découvert qu'en fait, la mort, elle était aussi parfois libératrice lors de maladies, lors de grandes souffrances. Donc, avec mon métier, j'ai pu réparer ce qui, à l'intérieur de moi, avait été brisé et j'ai pu comprendre quelque chose qu'on devrait savoir dès notre plus jeune âge, et que les adultes nous cachent ou nous préservent, c'est qu'on va tous mourir. Et que créer du lien avec des gens, ça a été très compliqué à l'adolescence parce que je m'imaginais que tous les gens que j'aimais, ils allaient disparaître. Et c'était devenu un petit peu difficile à vivre pour moi. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à avoir de réelles amitiés. D'accord. Parce que je me disais, si je les aime trop fort et qu'un jour ils meurent, je vais trop souffrir. Et j'y survivrai peut-être pas. Là, c'est très difficile pour moi aujourd'hui parce que j'ai dû partir hier soir. Mon chien n'allait vraiment pas bien, mais j'avais des obligations. Donc, on a pesé le pour et le contre avec mon épouse. On en a parlé à nos enfants. On leur a dit que Nesquik n'allait pas bien et que on allait devoir l'entourer d'amour et lui dire à quel point on l'aimait. Parce qu'on le reverrait plus, parce qu'il allait mourir. On a posé les mots. Ils nous ont posé toutes les questions dont ils avaient besoin de nous poser. Et je suis partie aujourd'hui en espérant qu'à mon retour, ils soient encore là. Il ne sera pas là, mais ce qui me touche beaucoup, c'est que moi, je ne suis pas auprès de ma famille pour l'entourer d'amour. Pour autant, je sais que lui, il a été entouré d'amour et c'est ça le plus important. Et à mon retour, on lui rendra hommage, on fera une petite cérémonie avec les enfants. Parce que c'est très, très important de ne pas écarter les enfants de deuil ou d'un décès. Il faut leur laisser le choix de poser les questions qu'ils ont envie de poser. Il faut leur laisser le choix de faire les actions qu'ils ont envie, faire un dessin, écrire sur le cercueil s'ils en ont envie. Enfin, en tout cas, si les gens l'autorisent. Mais bien sûr. Voilà, si en rentrant, mes enfants me disent je veux faire un dessin pour Nesquik, allons-y. Allons-y, et puis on fera sa petite cérémonie. Et voilà, c'est toujours délicat, les deuils des animaux. On n'en parle pas assez, mais... c'est l'occasion. C'est l'occasion. Un animal, il est là tout le temps. Il traverse des moments de nos vies que parfois même nos proches ne savent pas forcément. Et ça va laisser un grand vide. Mais on va continuer d'avancer en gardant son souvenir et tout ce qu'on a pu partager avec lui, les vacances, les voyages, les randonnées, parce que Nesquik adorait les randonnées. Et voilà. On va essayer de trouver quelque chose de positif au fait que tu sois là aujourd'hui, c'est qu'on parle de Nesquik. Oui, c'est vraiment, ça. Oui, je lui rends hommage aussi. Il est dans ton cœur et de toute façon, il le sera vie. Oui, c'est ça. Quel âge avait-il ? Il avait 8 ans. Ah oui. Et t'es atteint d'une maladie ? On a découvert très récemment que c'était un lymphome. Donc, d'accord. Ouais. Voilà. Bon. Mais ça a été, dans son malheur, ça a été rapide. Dans notre malheur aussi, parce que du coup, il n'y a pas eu le temps d'énormément de souffrance. C'est ça qui fait peur quand on perd quelqu'un, c'est qu'il souffre. Et je me demande d'ailleurs, quand tu disais tout à l'heure, ce qui est dur, c'est de réaliser qu'on va tous mourir de toute manière.
ce qui fait peur aux gens, je pense, et c'est Bien toi sûr. qui sauras plus que moi, c'est est-ce qu'on va mourir en souffrant ou pas? Ah oui, Parce c'est que toujours la c'est ça, hein. question. Ouais. Mm. Moi, par exemple, quand on me demande si, par rapport à mon métier, j'ai peur de la mort ou pas, C'est une question. Alors, allons-y. voilà, j'ai pas peur de mourir puisque je sais que je vais mourir et qu'il n'y a rien qui va changer ça. C'est pour ça que je m'emploie dans ma vie de tous les jours à laisser le plus de souvenirs possible à mes proches. Le livre, par exemple, je sais que mes enfants, ils l'auront, et que peut-être leurs petits-enfants l'auront, et qu'à travers ça, ils vont en apprendre plus de moi, ou que parfois, ils vont se... Ils ont quel âge, les enfants? Alors, j'ai 3 garçons de 14 ans, Oui. 5 ans et 3 ans. Bon, on leur dit bonjour. Et du coup, c'est vrai que je m'emploie vraiment à laisser le plus de souvenirs possible, parce que moi, j'en ai manqué. C'est pour ça aussi que souvent, je dis et je rappelle qu'il est possible de faire des moulages de visage, de mains, qu'on peut faire des bijoux avec les cheveux, avec les poils des animaux. Très intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'une fois la personne décédée, il y a la possibilité encore de demander un Bien moulage sûr. des mains. Ouais. À qui on demande Alors, il faut s'adresser aux pompes funèbres. D'accord. On est quelques-uns en France à pouvoir le faire, donc il faut réussir à trouver la personne qui le fait dans la région. Oui. Si elle se déplace ouais. auprès du défunt Exactement. et fait ce moulage Exactement. où on peut récupérer juste une mèche de cheveux et trouver une créatrice de bijoux Exactement, peut-être. exactement. Même le faire soi-même. Ou le faire soi-même si... Oui, franchement, sur Internet, possible. maintenant, on trouve tous les kits possibles et inimaginables. Il y a même, je sais que sur certains sites Internet, il y a la possibilité d'avoir très, très rapidement, c'est des espèces de kits avec des seaux en argile. Et on peut même faire les moulages soi-même. Enfin, je veux dire... on aurait, en théorie, alors c'est peut-être des Mais il y a questions un des peu gens qui stupides, se le droit de... Oui, enfin, oui. déjà, il faut s'en sentir capable, Voilà, bien c'est ça. évidemment. C'est ça. Et on aurait le droit d'aller auprès de son défunt, prendre la main, le pied, je ne sais Oui, quoi, bien sûr. et mettre Bien sûr. dans un moulage. C'est très intéressant de le dire. Je pense que Bien sûr. moi, la première, j'y aurais pas pensé. Donc, Même parfois, pour des gens qui sont, par exemple, en soins palliatifs, le faire à ce moment-là. ça peut être ça aussi. Parce que j'imagine que ce métier t'apporte une forme de satisfaction. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de satisfaction dans ce métier? De savoir que grâce à mon travail, les familles vont pouvoir se recueillir dans de bonnes conditions. En tout cas, qu'on ne va pas rajouter du traumatisme au traumatisme du chaos qu'ils sont en train de vivre et traverser. Tu parlais d'ailleurs de soins de conservation. Ces soins de conservation, toi, tu décides, alors je ne sais pas si c'est toi qui décides d'ailleurs, de les faire à partir de quel moment? C'est par Alors rapport à ça, un c'est délai pas- par rapport au décès? Alors ça, c'est pas nous. Quand les familles se rendent chez les pompes funèbres, alors ils ont un conseiller funéraire face à eux qui va les aider à organiser tout l'hommage et la cérémonie, etc. À ce moment-là, les conseillers funéraires vont parler du soin de conservation et c'est la famille qui va décider si oui, on fait ce soin de conservation ou sinon, on ne le fait pas. Il y a aussi des gens qui, de leur vivant, ont souscrit des contrats obsèques. Oui, ou ils ont peut-être indiqué dedans. Exactement. Et donc là, par contre, comme c'est écrit dans le contrat obsèques, voilà, ça sera demandé ou pas. Si on ne fait pas de soins de conservation, il se passe quoi? Et la décomposition va suivre son chemin très vite. Il va Ça y va avoir. Ça dépend des corps. Des fois oui, des fois incroyablement non. D'accord. Donc vraiment, ça dépend de chaque être humain et parfois aussi les maladies qu'ils avaient, les traitements qu'ils pouvaient avoir, les conditions dans lesquelles ils sont exposés. On ne va pas parler de la même décomposition sur des personnes qui sont dans des salons funéraires avec 38 degrés dehors sans climatisation qu'en plein hiver à 0 degré, par exemple. Voilà, c'est pas... Il y a beaucoup de facteurs à en prendre en compte. Lorsque quelqu'un décède, il est mis, alors désolé encore pour les termes, en chambre froide. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on On dit une case réfrigérée. Voilà, merci pour le terme. On le met en case réfrigérée et quand il y a besoin de le voir, c'est ce que tu dis, si jamais il fait très chaud, etc., ça va participer à sa décomposition plus rapide, c'est ça? Bien sûr, ouais. Les changements de température en plus. Tu parlais de soins de conservation et techniquement, tu as utilisé des termes qui sont peut-être pas forcément clairs pour tout le monde. On injecte un liquide qui permet de vider l'organisme de remplacer. Voilà, on va remplacer le sang artériel. Voilà. C'est ça, ok. Et du coup, ce produit-là, il a certaines propriétés
notamment la conservation et la fixation des tissus. D'accord. C'est ce qui permet... Et donc, certaines personnes, certaines familles font le choix de ne pas le faire parce qu'ils ne veulent pas qu'on touche au corps, par exemple. Alors, il y a des familles qui ne veulent pas. Très souvent, c'est des gens qui ont passé beaucoup de temps en hospitalisation, qui ont eu beaucoup de traitements, beaucoup de piqûres, beaucoup. Et comme ça rappelle trop ça à la famille, souvent leur mot c'est non, qu'on le laisse tranquille. Voilà. C'est au moins pour la fin qu'on le laisse tranquille. C'est ça. Mais il peut arriver que le lendemain, ayant vu la dégradation hyper rapide, ils changent d'avis et ils disent non, en fait, on va devoir le faire. Parce que sinon, ils vont devoir fermer le cercueil trop tôt. Et ça va pas. Et ils s'en sentent pas capables. Pour parler de choses, j'allais dire un peu plus tristes, tout est triste finalement, mais j'imagine que tu vois des choses assez folles, graves, je sais pas comment on peut les qualifier. En tout cas, moi je pense aux nourrissons. Tu t'en occupes, je suppose aussi. Oui. C'est pas extrêmement difficile pour toi qui es maman, en plus? Je pense, quand j'ai réfléchi et que je pense à ça, je pense que j'ai eu la chance de commencer ce métier avant d'être maman. Je suis pas certaine qu'en ayant commencé ce métier, en étant maman, j'aurais eu la même perception des choses. Évidemment, évidemment c'est difficile parce que c'est pas dans l'ordre naturel des choses. Bien sûr. Pour autant, ils ont aussi le droit qu'on prenne soin d'eux. Ouais, donc, ces petits êtres. Tu es en contact assez proche avec les familles? Je me rends pas ça compte. Dépend. Est-ce que ça dépend de la demande des familles, peut-être? En règle générale, on ne l'est pas du tout, à mon grand regret. Mais oui, parce que j'ai l'impression que c'était aussi pour ça que tu voulais faire ce métier, ou pas forcément? Alors, pas forcément pour être en contact avec les familles, mais par contre, au fur et à mesure des années de ma pratique, je me suis rendu compte que pour les fois où j'ai contact avec les familles, que j'ai des détails de la personnalité du défunt qui va m'aider dans la préparation de son corps. La façon de se coiffer. Est-ce que c'était quelqu'un de très naturel qui se maquillait jamais? Parce que concrètement, qui te donne les informations sur comment on va maquiller le défunt? C'est toi qui prends l'initiative ou tu as une information qui arrive de je ne sais où? Alors, aujourd'hui, je travaille avec des équipes qui savent les informations qu'elles doivent récolter. Mais ça m'est déjà arrivé de travailler avec des conseillers funéraires qui ne demandaient pas ce genre de détails. Et donc, on devait rappeler les familles pour leur demander est-ce que finalement on doit raser ou pas raser pour tout ce qui est barbe, moustache, etc. Est-ce que ça continue Non, mais non, d'accord. Parfois, s'il y a eu un petit séjour à l'hôpital... sur la fin, ils n'ont pas... Voilà. Donc, tout ça, on doit le savoir. C'est important. Bien parce sûr. Que, imaginons qu'on rase la moustache de quelqu'un qui a toujours eu la moustache, on imagine bien le choc pour la famille. Ouais. Donc, on essaye d'apprendre aux conseillers funéraires à poser toutes ces questions. Et des fois, quand on ne sait pas, on rappelle les familles et on demande. Ouais. Donc, c'est là le moment où tu vas avoir un lien avec les familles, mais un trop petit lien à ton goût. Oui, un trop petit lien. En tout cas, actuellement, dans ton Après, métier. Je vais avoir des liens avec eux. Par exemple, quand je fais un gros travail de reconstruction, et que je vais devoir leur laisser des consignes. Donc, je tiens, moi, d'abord à faire la présentation, parce que je sais qu'ils vont avoir plein de questions. Reconstruction suite à un accident, par exemple. Par exemple, voilà, prenons cet exemple-là. Quand je fais la présentation, je donne l'opportunité aux personnes, déjà, d'aller à leur rythme, et puis de leur expliquer certaines choses, et suite à ces explications, arrivent des questions. Et donc, je ne pars jamais sans avoir la certitude qu'ils ont l'ensemble des réponses à leurs questions. Parce que parfois, et ça je m'en suis rendu compte sur les réseaux sociaux, y a des personnes qui ne vont pas oser poser la question et en fait, ça va les hanter pendant des années. Et du coup, ils ne vont pas réussir à avancer sur leur chemin de deuil parce qu'ils auront cette question-là auquel ils n'ont pas de réponse. Ouais. Et des fois, c'est des trucs vraiment... c'est des petits détails, mais ils en ont besoin. Toi, tu penses qu'il faut quelles compétences pour faire ce métier? Et les as-tu, ces compétences? Je suppose que oui. Je l'espère, en tout cas. Je pense qu'il faut beaucoup d'humanité en soi. Beaucoup d'humanité en soi. Il faut aussi un bon physique, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais on manipule des défunts. Alors parfois,
c'est des poids légers, et puis parfois... Oui, manipuler, c'est c'est les retourner, je suppose. Enfin, il faut bien les habiller. J'essaie vraiment de me projeter dans ton métier, c'est ça. Et alors, ça ne dépend pas forcément d'un poids. Hein. Et par exemple, je vais prendre l'exemple d'un homme d'une vingtaine d'années. Il va être beaucoup plus difficile à manipuler que quelqu'un qui aura plus de poids, par exemple. Parce qu'en général, ils sont plus musclés. Et donc, c'est au niveau vraiment de la rigidité cadavérique qu'on va, venir rompre. C'est plus difficile physiquement. Donc oui, physiquement, il faut quand même pas avoir de problème de dos, par exemple, donc, etc. Humanité, enfin en tout cas, avoir cette empathie envers les personnes. En l'être humain. En l'être humain de manière générale. En l'être vivant, puisqu'on parlait de Nesquik tout à l'heure. Oui, vivant. En l'être vivant, oui, plus qu'humain, oui. D'ailleurs, il n'existe pas de thanatopracteur pour les animaux. Alors, ça me vient là. Alors, ça n'existe pas. Quelque part, confondons pas avec la taxidermie. Ça, c'est vraiment autre chose. C'est encore autre chose. Oui. Mais par exemple, il y a des pompes funèbres qui sont sur le territoire national au niveau des animaux, qui s'occupent de la prise en charge de l'animal au moment du décès et qui ils ont embauché des personnes qui vont venir nettoyer le corps de cet animal. D'accord. Pour le présenter dans un salon funéraire, vraiment... moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir une visite en live, parce que je fais des lives où je présente des professionnels en tout genre qui sont liés au deuil, à la mort, etc. D'accord. Et donc, ils nous avaient fait l'honneur de nous faire visiter virtuellement comme ça leur salon. Et donc, ils ont vraiment des beaux salons avec un beau lit de présentation pour les corps, etc. Ouais, donc ça existe, évolue. mais ça n'a... c'est pas de soins de conservation, c'est plutôt des soins de beauté, d'hygiène. D'embellissement, d'hygiène. Voilà. Oui, je vois tout à fait là où on en vient. Oui, parce que imaginons un animal qui se fait renverser par une voiture. Ils vont quand même nettoyer le sang, ils vont quand même... Oui, quand même, voilà. Ce qui reste. C'est important de le... Oui. Mais c'est pas très répandu. Ça commence à l'être. Ouais, c'est juste qu'il y a peu de gens qui savent que c'est possible. Maintenant, ils vont le savoir. En tout cas, s'ils nous regardent. Il y a des idées reçues ou des mythes autour de ton métier que tu aimerais déconstruire ? Ou il n'y en a pas ? Ou il y en a trop ? Si, il y en a, mais moi, j'ai moins à faire ça, mais... à faire face à ça, pardon, mais que par exemple, on est des personnes un peu gothiques, avec peu de vie sociale. Bon, est-ce que tu es gothique ? Parce que c'est possible que tu le sois quand même. Oui, tu as une vie mais sociale. Moi, non, mais ils pensent que c'est une généralité, tu vois, pas que... Il y a que... Voilà, comme dans tout milieu professionnel, il peut y avoir de tout, mais... Bien sûr. Nous, non, ils pensent vraiment qu'en général, les métiers du funéraire, on est tous... fans de gothique, d'histoires de vampires. Bon, tu aimes bien Halloween ? J'ai vu une publication passer. J'adore Halloween. Allez, un bon stéréotype. Mais en général, à chaque fois qu'il faut se déguiser... Oui, c'est plutôt cet aspect-là que tu aimes. C'est plutôt faire la fête, tout simplement. Oui. D'ailleurs, on fait comment pour devenir thanatopracteur ? Quelles sont les études ? Alors, pour devenir thanatopracteur, il faut déjà... suivre un thanatopracteur lors d'une journée d'observation. Alors, une journée, pour moi, c'est trop peu. C'est peu, oui. Parce qu'on ne peut pas avoir vraiment la vision globale du métier en 2 heures, quoi. Donc, je dis toujours, suivre 2-3 jours, c'est quand même mieux. Comme ça, on voit le rythme de travail, les kilomètres en voiture, le dévouement qu'il faut pour ce métier. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on s'inscrit dans moi, je les appelle les centres de formation à la préparation au concours national théorique de thanatopracteur. Et donc, eux, ils vont préparer vraiment au concours écrit. C'est un concours. C'est un concours écrit sous numerus clausus. D'accord. Donc, il y a à peu près 65 places pour 400 inscrits par an. Et une fois qu'on a réussi cet écrit, alors on doit se mettre à la recherche d'un maître de stage. Qu'on va devoir suivre 6 mois. Je suis désolée, je suis un peu perturbée aujourd'hui. C'est compréhensible. Et s'il y a besoin, n'hésite pas à prendre un petit verre d'eau. Voilà, on est là entre nous. Et donc, on va devoir suivre ce maître de stage pendant 6 mois. On va apprendre le métier. Et à la suite de ça, on passe un examen pratique
devant 2 jurys nationaux, en fait, qui vont nous évaluer sur un soin de conservation. Oui, donc il y a, j'imagine, pas mal de pratiques quand même, parce qu'on doit avoir une petite âme d'artiste, on va dire, en soi. Moi, je trouve. Moi, je pense, oui. Je trouve. Il faut avoir envie d'embellir la personne, de maquiller, oui, et puis trouver des techniques, parfois. C'est ça. Est-ce que ça ne doit pas tenir de la même manière sur une peau Non, pas du tout. Et puis, c'est surtout que, moi, tu vois, ça fait 18 ans que je fais ce métier. J'apprends encore. Oh, alors ça s'appelle, à mon sens, être professionnel. On ouais, apprend toujours toute notre vie. Mais j'apprends encore parce que chaque corps est différent, chaque cas de décès est différent. Et même encore aujourd'hui, il y a parfois des cas où je suis confrontée que je n'aurais pas eu, que j'ai pas eu de toute ma carrière, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'apprends encore parce que quand je fais face à ces cas que j'ai jamais rencontrés, je trouve de nouvelles astuces, de nouvelles techniques. Tu es toute seule ou tu as un associé avec toi? Je ne sais pas comment. Non, alors moi, je travaille en tant qu'indépendante, à mon compte, et donc je suis toute seule. D'accord. Donc, tu te déplaces, c'est quoi la journée type? Enfin, il n'y a pas de journée type. Je pense que ma question est ridicule. Non, elle n'est pas ridicule. Mais à quoi ça peut ressembler une journée chez Stéphanie? Alors, par exemple, si j'ai un soin la veille, je sais que je vais commencer à telle heure le matin. En plus, c'est un peu dernière minute. C'est toujours de la dernière minute. Enfin, un peu toujours dernière minute. On va t'appeler pour dire, là, il faut que tu ailles à tel endroit. Tu peux aller jusqu'à quelle distance? Alors, on m'appelle et on me dit, j'ai un décès, le corps est à tel endroit, quelles sont tes disponibilités? D'accord. Et donc, moi, je donne mon horaire, et à ce moment-là, le conseil funéraire va dire à la famille, vous pourrez voir votre défunt à partir de telle heure. D'accord. Ouais. Et donc, toi, tu te déplaces. Voilà, c'est ça. Bien sûr, c'est pas le défunt qui vient à toi, mais c'est toi qui te déplaces, bien évidemment, pour faire soin de conservation ou autre, tout ce qu'il y a à faire autour de ça. Donc, on fait beaucoup de kilomètres en voiture. Beaucoup de kilomètres. Et tu vas me dire que ça va dépendre de la distance, mais combien de soins par jour? Je pense pas que tu puisses en faire beaucoup. Enfin, dans un maximum, en imaginant que malheureusement, il y ait beaucoup de décès. Alors là, je vais parler en mon nom, à moi. Il y a une époque où je pouvais aller jusqu'à 9-10 soins par jour. Je ne pensais pas du tout que tu allais me citer un chiffre aussi élevé. Il y a des confrères et des consoeurs à moi qui font plus encore. Et en fait, à un moment donné dans ma carrière, j'ai eu la chance de pouvoir avoir la liberté de dire « je ne veux plus travailler comme ça ». Et donc, aujourd'hui, en moyenne, j'ai 4 soins par jour. D'accord, mais parce que tu as voulu prendre le temps. C'est ça. Ne pas bâcler le travail, tu penses que non, je ne le bâclais pas, mais par contre, je bâclais ma vie personnelle. Et c'est important. Très bonne transition. Psychologiquement, émotionnellement, comment tu fais au quotidien face à la mort, face à ce que tu vois tous les jours? Est-ce que tu as une technique ou c'est devenu naturel avec le temps peut-être? J'ai un incroyable entourage. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Vraiment, je sais que je peux tout confier, tout déposer, que même mes silences sont compris parfois quand je rentre de ma journée. J'ai une liberté de parole qui est totale. Et parfois même, quand on voit que je parle peu, on vient chercher si j'ai rien à dire à ce moment-là. Donc vraiment, pour moi, c'est la clé. Sans ma famille, j'aurais pas pu à un moment donné me rendre compte que je laissais le travail dépasser ma vie. À aucun moment tu t'es dit j'aurais pas dû faire ce métier? Oh si, plein de fois. Plein de fois. Alors ça, c'est bien de le dire. Ah oui, plein de fois. Très souvent, quand j'ai des cas très difficiles, où je suis là à travailler 7-8 heures sur le même corps, je me dis mais c'est pas possible, mais pourquoi j'ai choisi ce métier? N'importe quoi. 7-8 heures. Alors ça, c'est important aussi de l'évoquer. Ouais. On va dire là, on est sur de la reconstruction. Oui, c'est ça, oui. C'est pour ça. Oui. Et même sur des cas où les gens arrivent dans des conditions très sales, Des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Mais pourquoi j'ai choisi de faire ça? Mais voilà, après, ça passe très vite. Quand je vois le résultat, je me dis, ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Ah oui, le plus court sur un... j'imagine si à un moment tu faisais 9-10 personnes par jour, il faut combien de temps par
par défunt pour faire un soin du coup d'hygiène, j'imagine que c'est pas de la reconstruction si tu en faisais 9-10 par jour. Non. C'est quoi, moins d'1 heure Alors, ça dépend si les gens sont déjà habillés ou pas, mais en moyenne, c'est 1h30. Ouais, quand même. Voilà, entre l'arrivée et le Oui, départ. forcément, ça demande... Il y a aussi parfois des pompes funèbres qui nous demandent d'installer les défunts dans des salons funéraires. Alors, on rajoute un peu du temps, parce qu'on fait de la manutention, etc. Voilà, vraiment, mais la moyenne, c'est 1h30. Tu es très soutenue par ton entourage, et c'est la clé, c'est toi qui le dis. Il n'y a personne d'autre dans ta famille qui fait un métier en lien avec la mort? Ah ben, ma maman, elle est technico-commerciale en marborie, mais elle a commencé en tant que conseillère funéraire quelques années après moi. Ah, après, toi. Ouais. D'accord. Ouais. C'est venu du décès de ton papa aussi, peut-être? Je pense que du coup, elle a Tu n'en découvert... as jamais parlé avec elle, peut-être? Si, mais je pense qu'elle a découvert ce métier, oui, à ce moment-là, sans vraiment s'interroger sur ça. Et quand moi, j'ai commencé mes études, etc., elle trouvait ça passionnant. Elle me demandait de tout lui raconter. Et puis un jour, on a évoqué ça ensemble. Je lui ai dit, mais pourquoi toi, tu passes pas ton diplôme de conseiller funéraire? Parce que maman t'apporterait tellement joie, en fait. Elle me dit, mais tu comprends, moi, j'ai pas le bac, j'y arriverai pas. Et puis un jour, je lui ai dit, mais si, essaye. Donc avant, elle travaillait dans la grande distribution, puis elle s'est fait licencier. Et puis elle savait pas quoi faire. C'était le point de bascule. Et ça a été le moment où elle a dit, ok, je vais m'inscrire. Elle a passé son diplôme, et puis ben voilà. Et elle est contente. Et elle est très, très heureuse de ce choix. Ouais, c'est... Alors, je ne veux pas être indélicate. Est-ce que finalement, et tu as le droit de me contredire, le décès de papa n'a pas été finalement, attention, je mets vraiment des grands guillemets, bénéfique pour faire devenir la Stéphanie d'aujourd'hui? Ah, mais il ne faut pas mettre de grands guillemets. Alors, je l'entoure en rouge. Alors, dans ces cas-là, je vais mettre une grosse parenthèse. Mais aujourd'hui, 34 ans après, le décès de mon papa a été mon plus beau cadeau de vie. Sans ce décès, je suis pas... Alors déjà, je ne sais pas qui je serais. On ne pourra jamais le savoir. Hein. Et ensuite, je ne sais pas si j'aurais eu l'occasion d'apprécier la vie à sa juste mesure, telle que je l'apprécie aujourd'hui. Je ne suis pas certaine. Bah, si ça, ce n'est pas un hommage à papa... Et puis, dans tout ce que je fais, c'est ma force. Souvent, tu vois, quand j'ai passé des examens... alors, au début, je disais, je ne me laisse pas le droit d'échouer. Mais en fait, c'est juste que parce que mon père était décédé, je voulais toujours être la meilleure. Je voulais avoir la meilleure note. Je voulais réussir du premier coup. Le seul examen que j'ai pas eu du premier coup, je l'avoue, c'est mon permis. Bon. Mais mon monde s'est écroulé. Quand tu n'as pas eu le permis? Quand j'ai pas eu le permis la première fois, c'était l'échec. C'était le premier examen que je ratais, alors que j'étais prête et que vraiment, enfin voilà. Mais j'ai fait une grosse faute qui immédiatement m'a dit que tu ne sur fais le côté, plus. Que je n'ai plus jamais faite. Mais du coup, je me suis dit, mais papa va être déçu. Enfin, ça a été mon moteur. Et c'est toujours mon moteur. Je dis toujours, je vis une fois pour moi et une fois de plus pour eux. Eh ben, c'est vraiment... J'ai presque envie que ce soit le mot de la fin, tellement c'est beau. Mais je vais quand même te poser une dernière question, ou une avant-dernière, parce que j'en ai toujours une. Quoique. Quel message tu aimerais transmettre à ceux qui nous regardent, qui aimeraient peut-être faire ce métier, qui viennent peut-être de prendre connaissance de ce métier? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, tout simplement? Alors déjà, je vais m'adresser aux femmes. Souvent, quand vous allez commencer à dire que vous voulez faire ce métier, on va essayer de vous décourager. Laissez personne entre ce que vous voulez faire et ce que vous voulez décider. Parce que en fait, personne doit vous décourager, quoi. Enfin, c'est un peu bruyant ce que je dis. Je suis vraiment perturbée aujourd'hui. Ça s'appelle être humain. mais faut vraiment pas se laisser décourager par ce qu'on peut entendre, parce que souvent j'ai des retours et des témoignages de personnes qui disent j'ai eu un thanatopracteur aujourd'hui, il m'a dit mais il n'y a pas de débouché dans ce métier, il n'y a pas de travail, etc. C'est faux. De toute façon, peu importe ce qu'on veut faire dans la vie, il y aura toujours des barrières, il faut les exploser et aller droit au but qu'on veut se fixer. Voilà. Et encore plus nous les femmes dans ce métier, parce que c'est quand même un métier où
où physiquement, il faut avoir un peu de force, etc. Voilà, faut pas se décourager. Il faut continuer. J'ai une amie, une consoeur, que je connais maintenant depuis quasiment 14 ans. Elle avait eu des thanatopracteurs avant moi au téléphone. Et puis un jour, elle m'a eu moi au téléphone et elle était complètement désespérée. Elle me dit, mais voilà, je vous appelle parce que j'ai essayé d'avoir des thanatos, mais on m'a découragée. On m'a dit qu'il n'y avait pas de travail, que c'était pas un travail fait pour les femmes. J'ai dit, tu n'écoutes pas. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, ce métier? Alors tu fonces, tu y vas. Et plus on te dit ça, en fait, plus ça doit te donner de la force pour y aller. Oui. Et aujourd'hui, elle exerce, elle est indépendante, elle a des employés. Et on pense à elle. Voilà. D'ailleurs, encore une dernière question. Comment on ne peut pas avoir de travail dans ce métier? Il y a forcément du travail. Ou je me trompe? Ou il y a trop de diplômés par rapport... Non, pas du tout. Non. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème pour trouver du travail. Mais par contre, j'ai accepté de déménager. On fait appel forcément à vous, quoi qu'il arrive. Oui. Ah oui, mais parfois, il y a une forte concentration dans certaines régions, c'est ça? Voilà, donc il ne faut pas avoir peur de pouvoir déménager, bouger un petit peu, en se disant que plus tard, on aura certainement l'opportunité de revenir où on avait envie de vivre le reste de sa vie. Mais c'est des métiers où vraiment, il faut pas avoir peur de bouger au niveau géographique, quoi. J'ai encore une dernière question. Et après, promis, j'arrête. Est-ce que tu as déjà... je ne sais pas si tu crois à la vie après la mort, enfin, toutes ces dimensions-là, mais est-ce que tu as déjà vécu des situations qui te feraient penser qu'il se passe quelque chose après? Alors, non. Pour autant, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Enfin, c'est pas moi qui l'ai remarqué, c'est les étudiants qui étaient avec moi. Il y a parfois des moments où, quand je m'occupe de défunts, je me mets à chanter une chanson qui ne fait pas du tout partie du répertoire que j'écoute. Et puis, souvent, je prends un exemple bête, par exemple, la javanaise. Et alors, mes étudiants me disent « Ah, aujourd'hui, c'est la javanaise. Tiens donc !» Et puis, moi, je dis « Mais oui, mais pourquoi je chante ça ?» Donc, j'ai envie de me dire, personnellement, que c'est peut-être parce qu'eux, ils aimaient bien cette chanson. Ça aurait été intéressant de creuser. Ouais, mais sinon, il n'y a pas eu de situation autre. Non, ou en tout cas, moi, je ne les vois pas. Oui, il y a ça aussi. Peut-être. Bon, Stéphanie, là, j'arrête pour de vrai. Enfin, presque pour de vrai, parce que je finis toujours par un petit jeu pour changer un peu l'ambiance. Alors, c'est un jeu avec un très petit dé. D'accord. qu'il va falloir lancer. Et dessus, tu vas avoir le choix entre « je préfère ceci » ou je préfère cela. C'est pour connaître Stéphanie. Ok, donc je dois le lancer. Tu le lances et tu le rattrapes et tu vas... Ah, je le rattrape quand même. Oui, ce serait bien, ouais. Rattrape-le et tu regardes. Est-ce que tu préfères regarder un film ou lire un livre? Lire un livre. D'accord. Parce que du coup, je m'imagine le film. Très bien. Alors là, tout est dit. Voilà. Merci encore, Stéphanie. Alors, je rappelle qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux et que tu as édité un livre qui est Les yeux qu'on ferme. Je rappelle que c'est en collaboration avec Frédéric Martin aux éditions 41. Je te remercie encore 1000 fois. Je remercie tous les téléspectateurs d'ABC Talk de me suivre et de nous suivre sur la chaîne et dans l'émission Ici on papotait. Et si on a aidé ne serait-ce qu'une personne, on aura réussi notre mission aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.